Blablabla, l'action communautaire, l'économie sociale, j'y connais rien. Est-ce que c'est normal d'y connaître rien du tout? Est-ce que c'est important? J'aimerais bien le savoir. Peut-être que oui, peut-être que non. L'action communautaire, ça veut dire du bénévolat. Par commencer, on fait un travail mais c'est vraiment un travail. T'es pas payé pour, mais t'as vraiment le goût de le faire. J'arrive pas trop à définir l'économie sociale. Économie sociale, je dirais que c'est par rapport aux gens qui ont des problèmes, justement le communautaire. Moi, je pourrais parler de mon vécu un peu. J'ai connu l'organisme Bon Dieu dans la rue, POPS. En fait, je dirais que l'économie sociale, ça nous entoure à tous les jours. On est sollicité par l'économie de tous les côtés. L'économie sociale, écoute, moi j'ai tout le temps été dans le milieu underground, j'ai tout le temps été proche de la rue. Fait que pour moi, c'est sûr que j'ai jamais vraiment goûté à les gros salaires et tout, mais tu sais, je me suis débrouillé, j'ai appris le tatouage. Salut, bienvenue à Job de valeur. Moi, c'est Sophie et je te présente aujourd'hui des métiers et des professions en économie sociale et action communautaire. Alors, c'est des métiers à forte valeur ajoutée puisqu'il y est question de démocratie, de citoyenneté, de justice sociale. Et puis, c'est un secteur passionnant où tu peux exercer ta profession dans des domaines aussi intéressants que la périnatalité, l'environnement, l'insertion socio-professionnelle ou encore la défense des droits. Aujourd'hui, je rencontre des professionnels de l'économie sociale et de l'action communautaire et ils vont nous faire partager un peu de leur quotidien. Une coop, c'est quoi? Une coop, c'est la participation démocratique des employés aux décisions stratégiques de l'entreprise. C'est donc la reconnaissance de l'apport de chacun en termes de compétences, non pas seulement en termes d'investissement. Tu le sais peut-être pas, mais au Québec, il existe 5 types de coopératives. La coop de travail, de producteurs, de solidarité, de consommateurs et enfin de travailleurs actionnaires. Aujourd'hui, je te parle depuis le bistrot In Vivo. Le bistrot In Vivo, c'est une entreprise d'économie sociale. Alors le bistrot In Vivo, tu peux y venir boire une bière ou alors écouter de la musique. Bref, n'hésite pas si tu veux te faire plaisir à les soutenir et ainsi à soutenir l'économie sociale. Mais alors l'économie sociale, qu'est-ce que c'est? L'économie sociale, ça fait partie de ton quotidien. Tu as peut-être déjà fait réparer ton vélo dans une entreprise d'insertion. Ou alors, tu as déjà acheté des vêtements recyclés dans une friperie. Tu t'es peut-être déjà procuré des vêtements d'éco-designer également dans des entreprises d'économie sociale. Bref, les entreprises d'économie sociale, ça fait en effet partie de ton quotidien et surtout, ça contribue fortement au développement socio-économique du Québec et de ses régions. Alors l'économie sociale, tout d'abord, c'est des initiatives citoyennes. À la base, en effet, il y a un groupe de personnes qui veulent offrir une alternative à l'économie traditionnelle. C'est des initiatives citoyennes, puis c'est également des entreprises qui ont un statut particulier. Ça va être des organismes à but non lucratif ou alors des coopératives. Les entreprises d'économie sociale, c'est également des valeurs citoyennes, démocratiques et des valeurs d'égalité. Les entreprises d'économie sociale, elles diffèrent de l'entreprise privée de par leur finalité qui est avant tout sociale et pas seulement financière. Les entreprises d'économie sociale, c'est un milieu très dynamique qui contribue au développement du Québec. En effet, ça permet de créer des emplois, ça permet de faciliter l'insertion socio-professionnelle de personnes en difficulté. Ça permet également d'offrir une alternative et de transformer les modes de commerce traditionnels. Alors l'économie sociale, tu peux t'y impliquer bénévolement, mais surtout et aussi, tu peux y travailler. Tu peux éventuellement te lancer toi-même dans l'entrepreneuriat social. Aujourd'hui, je vais rencontrer des travailleurs et des travailleuses qui ont choisi l'économie sociale pour y faire carrière. Alors tout d'abord, je vais rencontrer Marc-Henri qui est coordonnateur d'une coopérative. Ensuite, je vais échanger avec Chantal et Francis qui sont tous les deux chargés de projet en communication environnementale. Alors reste avec moi, on va faire le saut en économie sociale. Et bonjour, moi je suis Marc-Henri Faure, je suis coordonnateur général de la coopérative Fibrétique. Fibrétique, c'est une coopérative à but non lucratif qui fait l'importation du coton équitable et biologique au Québec et au Canada. On est une coopérative de solidarité et on travaille directement avec des groupes de producteurs. Nous importons directement le coton donc équitable et biologique pour le marché québécois.
Le commerce équitable, en fait, c'est que normalement, votre t-shirt de coton conventionnel, il est bourré de pesticides, bourré d'engrais chimiques. Il est teint avec des encres qui contiennent des métaux lourds et des produits cancérigènes. Et la personne qui a fabriqué votre t-shirt est payée 5 cents en moyenne par t-shirt. Donc évidemment, c'est des problèmes de pollution, des problèmes donc, pour l'environnement, des problèmes aussi pour la santé humaine et des problèmes de pauvreté dans les pays du tiers-monde et les pays où ils produisent les vêtements. Le commerce équitable, à l'inverse, c'est qu'au lieu d'acheter le coton à des grosses entreprises et du coton qui est passé par la bourse de New York où il y a eu beaucoup de spéculation, nous, on achète le coton directement des producteurs. Donc on a été passé 6 mois en Inde à travailler avec 3 groupes de producteurs et de productrices de coton. Et on achète directement le coton biologique et équitable directement des producteurs. On l'importe directement au Québec, sous forme de tissu, sous forme de fil ou sous forme de vêtements déjà fabriqués. Et donc après, on le vend, on essaie de le vendre le plus directement possible aux organisations. Principalement, on propose des t-shirts, des polos, des uniformes d'entreprise, des uniformes scolaires pour les écoles, des draps de lit, des draps de bain pour les hôtels. On s'adresse principalement aux organisations et aux corporations. On vend directement ces produits-là à ces organismes-là et donc principalement on fait du corporatif, donc des vêtements corporatifs pour qu'on puisse imprimer ou broder les logos des entreprises sur les t-shirts, sur les polos, etc. En tant que coordonnateur général, je travaille beaucoup avec Alexandra Navarro, qui est notre directrice produit et directrice des importations, justement pour planifier les importations, planifier les achats, pouvoir prévenir les coopératives de coton qu'on s'attend à une production de temps pour pouvoir acheter une production de temps. Donc au niveau des produits et des importations, également je m'occupe de travailler avec les autres employés au niveau des ventes. Donc moi je m'occupe d'essayer d'aller chercher des grandes corporations puis des grandes entreprises pour les sensibiliser au commerce équitable, pour les sensibiliser à notre cause et leur permettre aussi d'avoir un impact positif au niveau des producteurs en Inde et un impact positif au niveau de l'environnement. Donc d'aller chercher ces gros clients-là et puis également je coordonne toute la coopérative, donc j'essaye de répartir les tâches entre tout le monde et puis de répondre aux questions de tout le monde, mais on a pas mal de travail à faire, mais on a beaucoup d'employés en fait, qui sont très autonomes les uns par rapport aux autres, qui se débrouillent très bien. Je pense que la première qualité, c'est pour faire du commerce équitable, c'est d'être convaincant. Convaincant et convaincu. Parce que ce soit pour les collaborateurs avec qui on travaille, que ce soit nos collègues ou que ce soit nos clients, on a besoin d'être convaincu et convaincant. Ça, c'est la première des choses. Donc, d'être allé passer 6 mois en Inde, d'avoir travaillé dans les champs de coton, d'avoir vécu dans les champs de coton avec les producteurs, d'avoir vécu leur réalité, ça aide énormément parce qu'à l'heure actuelle, on fait beaucoup de conférences dans les écoles, dans les entreprises pour sensibiliser les gens à cette cause-là. Nos actions permettent à une 50aine d'enfants d'être scolarisés, donc les enfants des producteurs qui, parce qu'on fait du commerce équitable avec leurs parents, peuvent du coup aller à l'école. Donc, on supporte la scolarité d'une 50aine d'enfants. Donc, être convaincu, être convaincant, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense que c'est d'être souple dans sa gestion. C'est-à-dire que moi, je crois ne pas être quelqu'un de très encadrant. Parce que moi-même, je déteste être encadré. Donc j'essaye de ne pas encadrer les gens, j'essaye de répondre à leurs questions, mais j'essaye surtout que les gens puissent se débrouiller tout seuls. Moi, depuis 3 ans, je me dis peut-être un jour, je viens à vélo ici évidemment, on est dans l'écologie, donc je viens tous les jours à vélo au bureau, et je me dis toujours que peut-être un jour je vais passer sous un autobus ou sous un camion, puis qu'il faut que les gens puissent continuer à gérer la coopérative sans moi. Et ça, c'est très important. Donc, je veux que les gens se prennent en charge, se responsabilisent, puis arrivent à travailler tout seul, même si je ne suis pas là. C'est sûr que, évidemment, je réponds à beaucoup de leurs questions. Puis, beaucoup des gens qui composent l'équipe de Fibre Éthique à l'heure actuelle sont des gens qui sont nouveaux dans l'équipe. Donc, il faut encore beaucoup que j'encadre un petit peu. On est tous propriétaires. Tous les gens qui travaillent dans la coopérative sont propriétaires de la coopérative, sont membres de la coopérative, donc sont propriétaires. Ce qui veut dire aussi que ça amène forcément une décentralisation des pouvoirs. Mais cette décentralisation des pouvoirs ne peut se faire que si les employés, les membres de la coopérative se responsabilisent et intègrent et prennent conscience qu'ils sont eux-mêmes propriétaires de l'entreprise, donc ils ont cette responsabilité-là. Ce que je fais au consortium écologique, en fait, c'est que je m'occupe de gestion de projet. Le
consortium travaille principalement à faire la récupération pour des événements spéciaux. Donc, on travaille beaucoup dans le milieu événementiel. Donc, les projets, ça peut être d'aider des promoteurs d'événements, par exemple, à trouver des solutions en communication pour mousser leur virage vert auprès des festivaliers. Ça peut être aussi de trouver des partenaires, de développer des projets aussi de récupération spécifiques adaptés dans le fond des besoins de visibilité pour des partenaires. Et ça peut être aussi de monter des projets vraiment à l'interne pour le consortium. Alors, lors des événements spéciaux, comme quand on est dans la rue, des fois, ça peut être difficile de trouver un bac de récupération. Pour un promoteur d'événements aussi, avoir des bacs de récupération, c'est une plus-value pour lui. Puis on veut aider les promoteurs justement à mettre ça de l'avant auprès des gens, auprès des médias aussi, puis auprès de leurs partenaires à eux, là, parce qu'on considère que c'est important. Comme chargé de projet aux communications, ce qui est vraiment essentiel, je dirais, au consortium, c'est d'être polyvalent. Il faut être capable de s'adapter facilement à un environnement qui change vraiment vite, qu'il y a des délais qui sont serrés aussi. C'est le milieu événementiel, on est sur tous les événements, donc pas un seul. Donc il faut être capable de s'adapter facilement, d'avoir des idées aussi, et puis je dirais tout simplement d'être ouvert d'esprit, puis d'être créatif. Je cherchais un emploi qui correspondait à mes valeurs. J'ai étudié en communication et puis en même temps, je ne voulais pas nécessairement travailler en publicité. Ça ne correspondait pas vraiment à ce que je voulais faire. Je cherchais quelque chose où j'aurais l'impression de réaliser un projet finalement qui serait utile. Puis j'ai cherché en environnement, ce qui m'intéressait aussi, un domaine qui m'intéressait. Puis je suis tombée sur le consortium écologique qui offrait un poste en communication. Ça alliait mes deux passions, je dirais. Donc c'est ce qui m'a amenée ici. Je dirais que le fait de travailler dans une entreprise d'économie sociale en environnement, ça me permet, je dirais, de respecter des valeurs personnelles, puis ça me permet aussi d'avoir l'impression de faire quelque chose qui est utile. L'économie sociale, c'est un milieu, dans le fond, qui fonctionne comme une entreprise, mais qui redistribue, je dirais, les gains de façon équitable, autant envers les employés qu'envers des projets aussi de société qui ont un impact finalement pour tout le monde. Donc, ça me permet d'avoir l'impression que je travaille, mais que je travaille pour d'autres personnes aussi, puis que ce que je fais, ça aide vraiment des gens autour de moi, puis ça aide monsieur, madame, tout le monde, des gens que je connais pas, finalement. Là. En environnement, particulièrement parce qu'on sait que c'est un milieu qui est critique, en fait, qu'on doit agir pour changer le cours des choses, et puis ça me donne l'impression que ce que je fais, ça aide un petit peu à changer le cours des choses, finalement. Je travaille avec les promoteurs d'événements à construire un projet de gestion environnementale des matières résiduelles sur leur site. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est de préparer un projet qui va permettre de gérer les matières recyclables, les matières compostables dans certains cas, et les déchets sur leur site, pour permettre aux festivaliers de récupérer au maximum les matières qu'ils vont consommer sur le festival. On couvre autant le Grand Prix de Montréal, par exemple, que le Festival de jazz, le Festival de francophonie de Montréal, ou des plus petits, comme là, on va avoir bientôt un pique-nique d'une commission scolaire qui va concerner une centaine d'employés. Donc, on couvre tous les éventails de tout ce qui peut s'appeler un événement. C'est de déterminer les besoins avec le promoteur de qu'est-ce qu'il a besoin sur son site pour réaliser un projet de récupération. Donc, ça va être autant au niveau du matériel, combien de bacs, le nombre de transports nécessaires, puis coordonner les ressources humaines sur le site de l'événement. Donc, combien de chefs d'équipe, combien de bénévoles, les horaires de travail pour réaliser les objectifs qu'on s'est fixés au départ. Mon travail pour le Grand Prix de Montréal, en fait, c'est notre principal événement, dans le sens c'est l'événement où on va avoir le plus de ressources déployées sur une longue période de temps. Pour nous, c'est un travail qui va durer 1 mois. Et pour les 4 jours d'activité du Grand Prix, on va avoir besoin, par exemple, d'environ 200 bénévoles qui vont travailler avec nous à tous les jours. Donc, c'est un travail important. Mon travail en ce moment, c'est de recruter les bénévoles et de s'assurer que toute la logistique qui va nous permettre d'accueillir ces personnes-là, mais aussi de pouvoir réaliser nos opérations de récupération sur le site, vont être faites. Donc, je m'assure que chacune des étapes de réalisation du projet sont faites et qui respectent les délais qu'on s'est donnés. Quand on se dit qu'on va recycler entre 30 et 40 tonnes de matière sur un site d'événement, c'est énorme. Donc, c'est valorisant pour la personne qui décide de venir donner du temps au consortium écologique sur un site comme le Grand Prix de Montréal, de dire, bien, j'ai réussi à, en fait, d'empêcher toutes ces matières-là d'aller aussi simplement au site d'enfouissement, mais plutôt de les recycler et d'avoir fait des gestes éco-responsables. Moi, j'ai commencé sur le terrain à travailler sur les sites d'événements. Donc, je trouvais que c'était un moyen de se dépasser soi-même en travaillant beaucoup. Puis les événements, c'est motivant
travailler sur un seul événement, c'est déjà motivant, mais nous, on a eu la chance de travailler sur plus de 15 événements dans un été. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans, puis ça m'a vraiment développé une curiosité sur l'environnement, puis une sensibilisation plus importante que simplement en entendre parler à gauche et à droite. Le sens de l'organisation, parce que comme j'ai parlé, on peut faire à peu près 80 événements dans un été. Donc, c'est de réussir à construire le projet, puis de coordonner 80 événements au cours de l'année. Donc, il faut un grand sens d'organisation puis des priorités, puis aussi être en mesure de pouvoir gérer le personnel nécessaire pour tous ces événements-là. Bien, moi, en fait, je n'étais pas intéressé à la base de travailler simplement pour une entreprise pour qui le profit, c'est son premier objectif. Au consortium écologique, notre premier objectif, c'est de réaliser la mission sociale de l'entreprise. Donc, c'est de pouvoir faire en sorte que le taux de récupération sur les sites d'événements augmente. Ensuite, c'est certain que les considérations économiques entrent en ligne de compte, comme tout organisme ou entreprise, mais c'était pas ça qui, c'est pas ça qui est le moteur de l'entreprise. C'est vraiment de réaliser notre mission et c'est ce qui me motive beaucoup. Au Québec, l'économie sociale, c'est 7000 entreprises collectives, qu'elles soient des coopératives ou des organismes à but non lucratif. C'est plus de 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires générés par la vente de produits, de biens et de services. C'est plus de 6% du produit intérieur brut. Toi aussi, tu souhaites participer au développement socio-économique du Québec? Alors fais le saut! Alors l'action communautaire, qu'est-ce que c'est? L'action communautaire, c'est des organismes qui interviennent dans des domaines très variés comme les communications, les loisirs, la santé et les services sociaux ou encore l'employabilité. Ils interviennent également auprès des jeunes, des femmes, des personnes immigrantes, des locataires, des personnes âgées, en tout cas des clientèles qui sont souvent défavorisées ou alors discriminées. Ces organismes communautaires, c'est des organismes à but non lucratif. Ils ont une mission sociale. Ils sont libres de définir leur mandat, leurs orientations, leur façon de travailler. C'est des organismes qui sont dirigés par un conseil d'administration indépendant. Ces organismes communautaires, ils ont des valeurs citoyennes, démocratiques. Ils visent la transformation sociale, l'égalité, l'équité. Ces organismes communautaires, on en trouve partout au Québec, dans toutes les régions. Il suffit que tu tournes la tête et autour de toi, tu vas voir un organisme communautaire. Tu as peut-être déjà participé à une activité sportive dans un centre communautaire. Ou alors, tu as eu envie d'être militant pour un organisme de défense des droits. Bref, c'est des organismes où on peut s'impliquer comme bénévole, mais également des organismes où on peut travailler et avoir des carrières extrêmement intéressantes. Aujourd'hui, je rencontre des travailleuses qui ont fait le saut en action communautaire. Tout d'abord, je vais rencontrer Karine et Isabelle qui sont intervenantes de milieu. Ensuite, c'est Vanessa qui va nous parler de sa profession comme conseillère d'orientation. Et puis enfin, je rencontre Alexandra qui, elle, est organisatrice communautaire. C'est parti! Karine Vaillancourt, je suis intervenante au Centre des jeunes Boys View. Isabelle Dauplaise, intervenante enfance-famille au Centre des jeunes Boys View. Le Centre des jeunes Boys View est un organisme communautaire qui offre des services d'éducation, d'animation, de soutien aux jeunes de 6 à 17 ans et leurs familles. Notre intervention se fait dans Hochelaga-Maisonneuve au complet, mais comme nos bureaux sont situés dans le plan d'habitation Boys View, notre clientèle vient majoritairement des plans ici. Moi, je suis responsable de l'intervention auprès des adolescents de 12 à 17 ans ainsi que de leur famille. Ce que ça comprend, en fait, c'est des heures de local dans une salle communautaire où les ados peuvent venir 6 heures par semaine à 3 jours semaine et faire des activités qu'on organise. Ça comprend aussi de faire de l'intervention auprès des familles partout à travers le plan HLM. Moi, j'ai commencé il y a 3 ans. Ma première expérience a été le travail de rue dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve auprès des jeunes. En fait, c'est un travail de proximité qui se fait dans les familles. Dans le cadre de mon travail, moi, c'est beaucoup les familles des enfants 6-11 ans. Donc, je me déplace chez les gens pour voir avec eux quand ils rencontrent, par exemple, des problématiques avec leurs enfants au niveau de l'éducation, de la relation, des problématiques à l'école. Donc, je vais m'asseoir avec eux pour discuter. Je peux aussi faire de l'accompagnement, par exemple, ça s'est vu. Je fais de l'accompagnement dans les écoles, souvent pour aider le parent à comprendre ce qui peut se passer en termes de difficultés à l'école. Je dirais qu'une des plus grosses différences, je dirais même la plus grosse différence, c'est au niveau des suivis. En travail de rue, on ne peut faire de suivi parce qu'on intervient
immédiatement, vraiment, au moment présent avec la personne et on ne sait jamais quand on va la revoir. Tandis qu'en travail de milieu, vu que le territoire est plus restreint, on a plus de facilité à revoir les personnes et à pouvoir faire des suivis dans les interventions qu'on fait avec eux. La plus grande qualité qu'on doit avoir pour faire ce métier, c'est la capacité d'adaptation. C'est vraiment très important. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais avec qui on va intervenir. On ne sait jamais dans quelle situation on va intervenir. Donc, il faut avoir la capacité de se revirer sur une teinte d'épingle. Puis d'être capable, en l'espace d'1 seconde, de passer d'un environnement ou d'une attitude, d'un comportement à un autre afin de s'adapter à la personne ou à la situation à laquelle on doit intervenir. Bien, il est évident que tout ce qui est les attitudes de communication et d'écoute sont très, très, très importantes parce que souvent, plus souvent qu'autrement, on est là pour justement faire de l'écoute active. Et il faut être en mesure de pouvoir parler aux gens aussi qui sont à nous si on veut arriver à travailler le nœud du problème finalement. C'est un engagement qui est social. Il faut aimer les gens. Moi, j'adore les gens. Ce que j'aime de par le travail de milieu, c'est la proximité et le lien qui peut se créer aussi. Parce que quand on réussit à créer le lien, c'est là où on peut finalement aider la personne à cheminer à travers sa difficulté. Je pense que ça fait partie de moi. Je crois qu'on est intervenant, on est avec cette passion-là de vouloir être avec les gens, d'être là avec eux quand ils vont bien, quand ils vont moins bien. C'est une vocation, c'est une passion, c'est ça pourquoi je me lève le matin. Donc, ce qu'il y a derrière ça, je dirais que c'est l'ensemble de moi-même. Je ne peux pas mettre quelque chose de spécifique, de précis. Ça fait vraiment partie de moi. Mon nom est Vanessa Hudon, je suis conseillère d'orientation à l'enjeu Cap sur l'emploi. L'organisme l'enjeu Cap sur l'emploi, c'est un organisme d'employabilité, alors qui s'adresse aux hommes et femmes de l'île de Montréal, mais il y a des services spécifiques pour les femmes de l'île de Montréal. Les hommes ont seulement des services d'orientation et les femmes de l'île de Montréal peuvent avoir aussi des services d'orientation et de recherche d'emploi et des services d'évaluation de compétences en travail de bureau. Une journée type comme conseillère d'orientation, ça ressemble, c'est varié, mais normalement on rencontre environ 4 clients par jour. Ça peut être plus, ça peut être moins. Ça peut être d'une durée de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, tout dépendamment de la problématique, de la situation. Et entre les rencontres, on a des rapports à faire, des rapports à remettre à Emploi Québec. On fait aussi le suivi, la tenue de dossier, donc le suivi avec les clients, l'administration des tests, la correction des tests. Moi, je travaille particulièrement sur l'identité de la personne. Donc, les aider à trouver un sens à leur expérience. Parce que s'orienter, c'est traduire ce que l'on est en termes professionnels. Donc, ça s'appelle, en fait, l'intervention, c'est la psychogénétique de l'identité. Donc, c'est vraiment, à travers un outil diagnostique, on arrive à cibler qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui fonctionne moins bien chez la personne. Et on travaille sur les aspects qui fonctionnent moins bien et aussi sur les aspects qui fonctionnent bien. Donc, à travers ça, on les amène à trouver un sens et aussi à leur faire voir les choses différemment aussi. Parce que souvent, les personnes ont des angles morts, donc on les amène à voir c'est quoi leur angle mort puis à voir les choses différemment. Dans mon bureau, c'est moi qui décide comment que j'ai envie de fonctionner. Il y a une grande latitude au niveau du travail, de mon organisation de mon temps, qui je vois comme client, mon horaire, etc. Donc, il y a aussi beaucoup de place à la formation. Je suis en train de suivre une formation et je peux filmer des clients ici à l'enjeu grâce, c'est ça, parce qu'il y a une bonne collaboration là, au niveau de être spécialisé, être formé. Donc, les conditions, c'est très, comment je pourrais dire ça, c'est très malléable. Là, on est très autonome, en fait. Là. On est très, très autonome, on fonctionne de façon très autonome, puis moi, j'aime ça. La Fédération des femmes, c'est un organisme communautaire de défense des droits des femmes et des intérêts des femmes. La Fédération regroupe environ 170 groupes
et 600 membres individuels. Nous, à la Fédération des femmes, on représente, informe tous ces membres qui font partie de la Fédération. À la Fédération, je suis organisatrice communautaire et je m'occupe de tous les dossiers de lutte au racisme et aux discriminations. Donc, tous les dossiers qui touchent la question des femmes immigrantes ou de diverses origines, les femmes lesbiennes, les femmes qui vivent avec un handicap. Donc, tout ce qui regroupe finalement les discriminations reliées à la Charte des droits et libertés du Québec. J'organise aussi des activités de formation ou d'information. Donc, par exemple, dans le cadre de la Marche mondiale des femmes, j'organise une soirée publique sur les revendications de la marche et comment ça touche plus particulièrement les femmes immigrantes et des communautés culturelles au Québec. Je pense que comme qualité, ça exige de la diplomatie. Parce qu'on rencontre toutes sortes de gens de toutes sortes de milieux. Donc, autant une journée, on peut avoir affaire à des ministères en préparant ou en réfléchissant au plan d'action de lutte contre l'homophobie ou à telle ou telle politique d'immigration. Autant on est avec des militantes, donc des femmes qui sont intéressées par la question pour des questions personnelles ou professionnelles. Autant on peut être avec des travailleuses ou travailleurs, des groupes communautaires. Donc les personnes qu'on rencontre sont assez variées. Il faut être ouverte et patiente parce que quand on organise des trucs, une soirée publique, un événement, qu'on veut mettre des gens ensemble, bien, il y a souvent des contraintes, des choses qui ne vont pas aussi vite qu'on veut. Donc il faut une certaine patience. J'ai l'impression de me donner pour transformer la société. Donc ça, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup. Des fois, c'est moins concret, on a l'impression de moins voir où ça mène, mais à d'autres moments, des campagnes qu'on a menées, par exemple, il y a pas longtemps, il y a eu une tentative de réforme du système de refuge au Canada sur les réfugiés. On s'est mobilisé, pas juste la Fédération, plein d'autres groupes, et finalement, cette réforme-là a échoué, puis de savoir qu'on contribue à la société dans un horizon qui nous interpelle, ben c'est sûr que c'est stimulant. Voilà donc un bel aperçu des métiers et des professions possibles en économie sociale et action communautaire. J'espère que ça t'a donné le goût d'en savoir un peu plus ou qui sait peut-être même de faire le saut dans ce beau secteur. À la prochaine! Tu veux changer le monde et être équitable? Fais le saut en économie sociale.